Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de notre émission. Comment couper la dépendance vis-à-vis de la France? Pour répondre à cette question, j'ai à nouveau trois invités. Monsieur Louis-Georges Tin, vous nous avez rejoint, vous êtes universitaire, président du CRAN, conseiller représentatif des associations noires de France. Merci, monsieur Tin, d'avoir accepté à nouveau de participer à cette partie de notre débat. Et le professeur Nicolas Gouou est resté avec moi, de même que Maître Saïd Zé. Merci à vous deux d'être restés également. Alors, professeur, je voudrais m'adresser très rapidement avec vous, pas une petite anecdote. Nous sommes en 1962. L'agronome français René Dumont écrit un livre, « L'Afrique noire est mal partie ». Il déclenche le courroux du président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il est interdit de séjour à Dakar. Quelques années plus tard, le président sénégalais lui fait appel et lui dit « Monsieur Dumont, vous aviez raison ». Et René Dumont de répondre au président « Monsieur le Président, j'aurais aimé avoir tort ». Avons-nous pris, professeur, depuis 1960, la mauvaise direction et le mauvais train? Fondamentalement, oui. Parce que même si René Dumont a dit très tôt que l'Afrique noire est partie, ce n'est pas mal partie, ce n'est pas pour les raisons qu'il a évoquées. L'Afrique noire est mal partie parce que la France est sur l'Afrique. Et nous disons froidement, pour le développement de l'Afrique, d'abord, il faut que les Africains comprennent ça définitivement. Le développement de l'Afrique viendra de l'Afrique elle-même. Professeur, remettons-nous en contexte. Nous sommes en 1960. Oui. Les États africains venaient d'acquérir l'indépendance. Qu'auraient-ils dû faire qu'ils n'ont pas fait? Bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, naïvement, ils ont cru à la bonne foi. Bon, là encore, on peut leur accorder des situations atténuantes. Mais ils ont cru que, quand la France, qui est un pays colonisateur, a fait semblant de se repentir et a demandé une coopération, et ils croyaient que la France était de bonne foi. Or, la France a fait jouer la solution de la ruse. C'est ça. Et cette solution-là, elle est aujourd'hui dévoilée. Donc nous disons, de façon froide, qu'aujourd'hui, pour que l'Afrique se développe, pour toute l'Afrique, il y a une solution, une seule. C'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation en Afrique noire de toutes les matières premières en produits finis. Ça, c'est la solution. On reviendra tout à l'heure universellement connue. Sur cet élément. Maître Zé, oui. L'Afrique noire, en 60, est mal partie. Comment corriger aujourd'hui le tir? C'est la question fondamentale. Alors, elle était mal partie, et je crois qu'elle est toujours mal partie. Elle aura du mal à retrouver ses marques tant qu'on n'aura pas réglé. Moi, mon intervention, je la focalise sur le plan institutionnel. S'il vous plaît. Alors, en 1958, le général de Gaulle organise le fameux référendum du 28 septembre. Il propose aux pays africains, ceux qui diront oui au référendum resteront dans la communauté, ceux qui voteront non auront leur indépendance. Eh bien, la Guinée de Sékou Touré vote non. Et comment la France de Gaulle accueille ce référendum de Conakry? Avec colère. Les Français sont partis, y compris en arrachant les ampoules des plafonds, en tout emportant. Alors, ça veut dire que, réellement, fondamentalement, la France n'a jamais voulu de l'indépendance des États africains. Et donc, effectivement, elle était mal partie dès 1958. Et vous avez vu après qu'on a traité Sékou Touré de dictateur. Je ne le défends pas à titre posthume, mais au départ, c'était un syndicaliste qui voulait l'indépendance de son pays, la Guinée, y compris l'indépendance de toute l'Afrique entière. Mais qu'est-ce qui fondamentalement aurait dû être fait qui n'a pas été fait? Ce qu'on aurait dû faire, oui, c'était l'idée de Kwame Nkrumah, le panafricanisme, l'indépendance politique d'abord. See the first, the politic kingdom before economic business. C'est ce qu'il disait à Houphouët-Boigny. Cherchez d'abord le royaume du politique avant d'acquérir la souveraineté économique. Et Houphouët lui a répondu, plantez du bon café, du bon cacao, vos pays seront riches et vos paysans vont s'enrichir. Eh bien, c'est le discours de Kwame Nkrumah qui était un discours réaliste. Il faut d'abord l'indépendance
politique. C'est pour ça que je dis, dans la phase 3 mon discours, oui. Je dis il faut d'abord le multipartisme. Laurent Gbagbo l'a arraché en Côte d'Ivoire, comme dans tous les autres pays l'ont fait. Aujourd'hui, le multipartisme est devenu une coquille vide, dans la mesure où, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a une tendance à retourner... Mais il y a des pays qui ont plus ou moins réussi. Hein. Oui, bien sûr, le Bénin a réussi. Le Sénégal, le Ghana et beaucoup d'autres pays. Mais les pays en dehors de l'espace francophone ont réussi. Et pourquoi ça coince côté francophone, dans l'espace francophone? Parce que la France n'a jamais voulu notre indépendance. La phase 2, c'est la démocratisation. La France bloque sur la démocratisation. On l'a vu. Et donc la phase 3, elle est loin d'être atteinte, la souveraineté. On en parlera. La souveraineté, c'est la souveraineté d'abord politique, ensuite la souveraineté économique et monétaire. Le professeur mieux placé. Le professeur, justement... On ne peut pas acquérir les deux pans de souveraineté économique et monétaire tant qu'on n'a pas la souveraineté politique. Je dis retour au discours de Kwame Nkrumah. Africa Match United disait donc Kwame Nkrumah. Monsieur T, est-ce que sur le plan historique et politique, il était possible pour les jeunes États de former le bloc préconisé par Kwame Nkrumah? Si tous ces États étaient sortis en même temps du giron de l'Afrique, oui. Mais s'il y en a un seul qui sort, évidemment, il devient le bouc émissaire. On le fait de lui un exemple, et les autres ont peur et disent « oh là là, n'y allons pas ». Une des solutions pour sortir finalement de cette dépendance, c'est, je l'ai dit, le lien avec la diaspora. Un exemple très concret. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a de l'esclavage dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, dans les plantations de cacao. Eh bien, un chef d'État se dit, si je mets fin à ce système, l'entreprise va partir, c'est la moitié du PIB du pays qui va s'écrouler, et j'aurai sans doute des problèmes politiques. Mais la diaspora, elle, n'est pas soumise à ces injonctions. On peut très bien, de manière internationale, organiser une campagne de boycott contre les entreprises concernées et faire plier des entreprises là où le chef d'État lui-même est dans un dilemme. Vous voyez un exemple, c'est concret. Autre solution, sortir du face-à-face mortifère avec l'ancienne métropole. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les pays d'Afrique peuvent tout à fait avoir des relations politiques et économiques fortes avec l'Inde, la Chine, la Turquie, le Brésil, le reste du monde. Et plus ils auront d'alliés, plus cela va relativiser le poids de la France par rapport à leur propre système économique. Est-ce que le partenariat avec la Chine... Ce n'est pas que la Chine soit un pays plus démocratique que la France, mais vous pouvez faire jouer l'un contre l'autre. Là où la France vous embête, vous dites « ah, mais il y a la Chine qui ?» Si la Chine vous embête, vous dites « ah oui, mais il y a le Brésil ». Donc, voyez, vous pouvez avoir une stratégie d'équilibre entre les différents partenaires que vous avez. Quand vous êtes soumis à un seul partenaire, quel qu'il soit, c'est toujours mauvais. Quand vous avez plusieurs partenaires, même mauvais, c'est déjà beaucoup mieux. Professeur, dites-nous très rapidement et concrètement, vous avez souvent cité l'industrialisation et la monnaie, la souveraineté monétaire comme étant les deux leviers principaux à utiliser pour s'en sortir. Quand vous parlez de l'industrialisation, c'est industrialiser pour transformer quoi et vendre à qui? Dites-nous concrètement. Très bien. Donc, comme vous venez de le rappeler, il faut la MUA, monnaie unique africaine, qui elle-même est conservée dans la Banque centrale africaine. La Banque centrale africaine qui coiffe toutes les banques centrales nationales, et chaque banque centrale nationale coiffe toutes les banques commerciales où le citoyen lambda africain a ses comptes. Si vous n'êtes pas connu du banquier, il ne vous prêtera pas. Donc, il faut maîtriser la monnaie pour mettre en mouvement les fonds de travail. Vous savez que la monnaie en soi n'est rien, c'est l'économie qui soutient une monnaie. Mais c'est le cœur même de l'économie parce que celui qui produit les biens et services, c'est l'homme. Or, il y a deux façons de faire travailler l'homme. Soit vous le mettez en esclavage et il travaille gratuitement pour vous, ça c'est dépassé, nous dirons. Mais il y a la méthode moderne, c'est de le payer. Payer avec quoi? Avec l'argent du pays. Donc c'est pourquoi nous demandons la monnaie. Ça c'est le premier pas. Deuxième pas, il faut la transformation en Afrique de toutes les matières. De toutes les matières premières agricoles en produits finis. Mais les États n'ont même pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais justement, c'est de ça que je parle. Ça veut dire que lorsqu'on prend par exemple le coton, non, c'est pas... C'est une matière première agricole. Oui, d'accord, ok, si vous voulez. Il ne faut pas exporter les balles de coton. Il faut prendre les balles de coton, les transformer en produits finis comme les habits. C'est un exemple. Et vendre à qui? Vous visez quel marché?
Mais le marché, justement, le marché africain est le plus vaste au monde en 2050. Au moins, c'est connu. En 2050, l'Afrique sera peuplée de 2 milliards de personnes. Donc, ce sera le plus vaste marché du monde. Donc, pour que les Africains commercent d'abord entre eux et qu'ils s'autosuffisent, il faut, comme je le dis, transformer ces matières premières agricoles en produits finis. Il n'y a pas que le coton. Deuxièmement, au niveau de la nourriture, il faut parler de façon plus simple. Absolument. Il faut les industries alimentaires. Ça veut dire qu'il faut que les Africains prennent conscience que l'arme la plus puissante au monde, ce n'est pas la bombe nucléaire, c'est l'arme alimentaire. Parce qu'en très peu de temps, on peut empoisonner toute une population et faire disparaître. Donc, c'est pourquoi toutes les grandes puissances font du protectionnisme. En tout cas, ils ne lésinent pas avec leurs moyens, leurs armes alimentaires. Comment avoir la technologie très rapidement, professeur? Comment avoir il faut l'arme et il faut donc l'autosuffisance alimentaire. Donc, les industries. Beaucoup de pays en sont loin encore. Mais c'est ça qui est la vraie solution. Donc, les industries alimentaires. Et comme nous le disons, c'est ce que nous appelons les 13 besoins essentiels. Ensuite, quand vous mangez, il faut boire. Mais il faut de l'eau potable. L'eau potable accessible à tous les Africains. Parce que l'homme est composé à 70% de l'eau. S'il ne consomme pas de l'eau potable, on le tue. Alors, professeur, la technologie, on ne l'a pas. La technologie, elle est planétaire. Elle est banalisée à l'échelle planétaire. Il suffit de sortir du précaré français et on commerce avec tous les autres pays du monde, que ce soit les pays de l'Asie, comme la Chine et l'Union soviétique et tout le reste. C'est pourquoi nous disons, lorsqu'on a la souveraineté, quand les pays, on dit que c'est un pays souverain, ça veut dire vous êtes véritablement libre de commercer avec qui vous voulez. Or, dans l'état d'espèce, dans le cas actuel, ces pays francophones, ils sont sous la coupe de la France. Ils sont dans le précaré français et ils ont même peur d'être libres. Or, les nouveaux Africains que nous sommes, et surtout nos enfants, n'accepteront plus du tout cette servitude. Et nous partons plus loin pour dire... S'il vous plaît, il est important que la France arrête de faire preuve de cécité. Parce qu'une Afrique développée sera rentable, sera favorable à la France pour au moins 3 raisons. Première raison, la France va éliminer, va résoudre de façon efficace ce problème de l'immigration des Africains noirs qui lui fait peur. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que les Africains auront un pouvoir d'achat, ils vont être capables de consommer les produits à grande valeur ajoutée comme les voitures qui vont venir de la France. Donc, ils vont, par leur consommation, ils vont relancer l'économie africaine. La dépendance organique ils vont relancer l'économie française et le chômage endémique qui sévit en France sera combattu. Et le troisième avantage, c'est que parce que les Africains vont avoir un pouvoir d'achat, un bien-être socio-économique, non seulement les Africains qui sont sur le continent resteront chez eux et que ceux qui sont en France ou en Europe vont rentrer chez eux, mais mieux, ça va permettre à la race blanche d'être sauvegardée. Pourquoi? Parce que si rien n'est fait, en étant d'ici 200 ans, ils seront minoritaires chez eux. D'accord. C'est ça le vrai problème. Donc nous ne faisons pas preuve d'animosité contre la France. Non. Bien au contraire, nous proposons une solution qui est viable pour tous les peuples, pour qu'il y ait une véritable coopération afro-africaine. Très bien. Monsieur Zé, quelle est la faisabilité immédiate de la rupture de ce partenariat pervers que la France entretient avec l'Afrique? Très rapidement. Moi, j'ai des petites solutions. S'il vous plaît, qui sont simples mais pas simplistes. D'abord, pour moi, il faut décomplexer la relation à la France. C'est-à-dire que dans nos rapports à nos amis français, à nos beaux-frères français ou belles-sœurs françaises, nous devons avoir des rapports décomplexés. Parce que nous avons toujours été dans une relation de dominant à dominé. Mais c'est le cas avec la jeune génération. Nous avons fait les mêmes universités que nous avons les mêmes diplômes que... C'est ce que je suis en train de dire. Décomplexons nos relations. Ne soyons pas complexés devant l'autre.
Voilà. Et donc ça, c'est la première chose. Si nous avons les mêmes diplômes, nous avons fait les mêmes universités, les mêmes grandes écoles. Je suis avocat. Je vous signale que je suis le seul avocat noir au barreau d'Auxerre. Voilà. Et je ne suis pas complexé pour autant. Et oui, je mène mes procédures crânement devant mes confrères. Aussi valablement que vos confrères. Mais bien entendu. Donc, décomplexer... Je suis docteur en droit avant d'être avocat. Donc, il faut décomplexer nos relations à l'autre. Premièrement. Deuxièmement, au plan étatique, ça c'est au plan individuel, ce que j'ai dit, au plan étatique, nous devons choisir des dirigeants africains décomplexés eux-mêmes vis-à-vis de leurs homologues européens, particulièrement français, avec qui ils peuvent discuter d'égal à égal, et non de supérieur à inférieur, comme dirait François Non, d'un peau noire, masque blanc. Donc des rapports décomplexés. Et ces rapports décomplexés vont nous permettre de toucher la troisième phase que j'appelle de mes voeux, la souveraineté. Souveraineté à cause de laquelle la France décapite nos dirigeants. Aujourd'hui, mon leader Laurent Gbagbo est en prison parce qu'il a voulu la souveraineté de son pays, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc la souveraineté n'arrivera que dans un contexte de rapport décomplexé, d'égal à égal, où on peut avoir des partenariats win-win, gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.